Salut les devins, c'est Saikyo. Le chapitre numéro 13 de Boruto to Blue Vortex va laisser que très peu de monde indifférent. Il porte pour titre Jippo, les 10 directions en japonais, comporte un magnifique visuel sur Boruto lui-même en page de couverture, le texte en marge lui indiquant qu'il doit avancer indifféremment de ce qui l'attend à l'issue. En voici son résumé complet en français avec les traductions les plus précises possibles. N'oubliez pas que pour cela, le rendez-vous nous est donné avec la sortie officielle le 20 août 2024. Il fait partie des top chapitres à ne pas rater en officiel. Il démarre sur l'œil de Jura Shinju. Après avoir mis Boruto KO sans l'avoir tué, il trouve regrettable de devoir en finir avec lui et fait ses adieux à celui qu'il nomme Otsutsuki Boruto, la même dénomination qu'employée auparavant par Hidari. Au moment d'en finir, Jura est coupé, directement par Bug, en tout cas Ego. Il apparaît tout comme les salissures de griffes Tsumeaka où les Shinju au travers de ces derniers peuvent se déplacer, et ce sans l'autorisation de Jura. Il peut donc le traverser et apparaître en plein milieu de son corps, légèrement au-dessus de son abdomen, simplement en faisant dépasser sa tête. Il lui indique que le protocole est prêt et ajoute sa propre analyse concernant le cas de Boruto. Il lui annonce le fait qu'il dispose à coup sûr d'un collaborateur, sous-entendu Kashin Koji. Boruto en sait trop, ce n'est pas possible qu'il sache tout cela par lui-même tout seul. Et même si ce n'est pas dit, une collaboration avec Sasuke n'aurait pas dû lui en apprendre autant. Le Togedama, la fameuse boule d'épine, est en possession actuellement de Jura, elle est remarquée par Bug. Ils comprennent que c'est l'allié de Boruto qui l'a informé à son sujet et font état du fait que ce Togedama est primordial. Le camp ennemi n'est pas à sous-estimer selon Jura Shinju, il préfère stopper l'action en cours et battre en retraite pour le moment. Il considère trop risqué d'aller au combat, il sait que d'autres personnages vont interférer pour que Boruto ne soit pas tué. Il favorise et privilégie la protection de la boule d'épine. Il considère Boruto comme chanceux, c'est un peu comme si les cieux lui accordaient une nouvelle faveur. Alors que les portes de la mort semblent s'ouvrir de plus en plus largement à lui, il a une sorte de flashback. On le voit nettement plus jeune, plus âgé que lorsqu'il était accompagné de Sasuke, et il est tout seul. Il a vécu une phase en tant que fugitif. Il a l'air de se trouver dans des lieux relativement proches d'Iwa, le pays de la roche, ou bien de Suna, le pays du sable, peut-être à la frontière, et sera débusqué non pas par l'un de ses ninjas qui est à ses trousses et est en alerte par rapport au cas de Boruto, mais par une grenouille, celle de Kashin Koji. Boruto est plutôt surpris et la grenouille lui indique avoir fait une vérification des lieux. Les ninjas adverses sont au minimum 20, Boruto est encerclé et il n'a à la fois aucune chance ni aucune raison de mettre un terme à la vie de ces ninjas. Chose à laquelle Boruto était tant bien que mal en train de réfléchir pour sauver sa peau. Boruto ne comprend pas grand chose à la situation, mais la grenouille tente d'apporter un petit peu plus de sérénité dans leur discussion et il lui dit que s'il était un adversaire, il ne prendrait pas le temps de venir discuter avec lui et aurait alerté les ennemis. Interrogé de nouveau sur ses objectifs et son identité, la grenouille lui dit que ce n'est ni le lieu ni le moment pour le faire, mais que Boruto aurait tout intérêt à poser sa main sur le dos de cette dernière et qu'elle le guidera et le mènera instantanément dans un autre lieu, probablement plus accueillant. En même temps, comment faire pire? Pris de désespoir, Boruto le fait, ne sachant pas ce qui va se produire, utilisant sa main droite, celle possédant le Kama, à poser sur le dos de la grenouille qui s'est mise à parler à la troisième personne. Et ce à juste titre. Elle n'est qu'un outil ninja scientifique, celui de Kashin Koji qui se trouve dans un des anciens repères d'Orochimaru, à l'extérieur du pays du vent. Pour les faire venir, Kashin Koji a posé une sorte de sceau de marque sur le sol et a fait tout simplement une invocation. Et il a réussi à transporter les deux immédiatement. Cet ancien repère d'Orochimaru a été de surcroît protégé par un genjutsu concocté par Kashin Koji lui-même, rendant son accès encore plus introuvable. De nouveau soucieux concernant l'identité de son interlocuteur dans ces lieux sombres, lugubres et peu rassurants, Boruto va demander à Kashin Koji de dévoiler son identité, chose à laquelle il va s'empresser. Il va récupérer son ancien bout de masque de Kara, ce qui va rappeler des souvenirs à Boruto, lorsqu'il s'était confronté à lui avec une rencontre entre guillemets au sommet, Kashin Koji, Konohamaru, le conflit des Rasengan. Kashin Koji ne mentionnera pas Jiraiya, et encore moins le fait qu'il en est un clone. Il dira l'essentiel à Boruto, il est un humain artificiel créé par Amado, l'on pourrait qualifier de cyborg. De ce Koji, Boruto n'en aura conservé que de mauvais souvenirs. Celui qui a tué Ao et qui a essayé de mettre un terme à la vie de Konohamaru Sensei. Kashin Koji a besoin de vérifier quelque chose. Il va dire à Boruto, dis-moi, depuis ta naissance, tu es bien un Uzumaki, Uzumaki Boruto, réponds-moi en toute honnêteté. Boruto est choqué car il est désormais coutumier à une vie de fugitif, soit avec Sasuke ou même tout seul, tout le monde pensant que les rôles se soient inversés entre lui et Kawaki dû à l'omnipotence de Hada. Boruto est alors conscient du fait que Kashin Koji n'a pas été réellement touché par l'omnipotence, ou du moins Kashin Koji
actera le fait que oui, il l'a subi encore aujourd'hui cette omnipotence, sauf qu'il a été prévenu en quelque sorte avant d'être atteint par ce sort divin, avant que son chakra et ses pensées soient troublés, du fait que sa perception et la perception générale de chacun dans l'univers de Boruto seraient altérées. Lorsque Kashin Koji consulte ses souvenirs, l'histoire de Kawaki et de Boruto est totalement inversée, mais il comprend et sait que ce n'est que sa perception. Il ne connaît pas grand chose de l'omnipotence, si ce n'est son origine et qui peut l'utiliser désormais, mais il est conscient du fait que les souvenirs de chacun ont été échangés et qu'un Shinjutsu tente d'affecter sa mémoire. La réponse concernant la clairvoyance de Kashin Koji est qu'il le savait avant même d'être atteint. Cet événement était inéluctable. Kashin Koji va prendre un ton un peu plus amical et notamment s'excuser auprès de Naruto pour ses antécédents. Son précédent combat face à Konohamaru par exemple était dû à sa mission et à son besoin de berner Ishiki. Il n'y avait absolument rien de personnel et cela faisait partie des conditions afin de venir à bien de son objectif. Boruto comprend. Il est au final lui aussi un ninja, faisant écho à ses tout premiers propos dans l'anime et le manga, qui sont en réalité plus loin chronologiquement que ce que nous sommes en train de développer. Boruto ressent un poids se lever de ses épaules en rencontrant quelqu'un qui passe outre l'omnipotence, même s'il est toujours atteint. C'est alors qu'Amado se lance dans un descriptif à propos de sa propre personne et surtout de son parcours bien plus développé. Reprenant le fait qu'il a été créé conçu par Amado, son objectif était de battre Ishiki Otsutsuki, ou du moins c'était le moyen pour parvenir à son objectif réel, endiguer la plantation d'un nouvel arbre Shinju qui consumerait l'entièreté de la planète. Le mur auquel s'est opposé Kashin Koji, c'est Ishiki Otsutsuki. Une fois la résurrection entamée, son pouvoir était hors norme, mais après tout cela faisait partie du plan. Kashin Koji devait mettre assez de bâtons dans les roues à Jigen pour qu'il devienne Ishiki pour de bon, entamer son processus de résurrection prématurément, et après Kashin Koji pouvait être considéré tel que ça l'était inscrit dans le titre du chapitre à l'époque de mémoire, un outil, et attendre dignement que la mort vienne le chercher. C'est à ce moment-là qu'un pouvoir totalement inattendu s'est déclenché en lui, expliquant la scène de fin du combat Ishiki face à Kashin Koji. Tout d'abord face au sol, comme s'il attendait qu'on l'achève, il avait même d'ailleurs accueilli la mort à bras ouverts, considéré son rôle comme terminé et Amado en disait de même, et puis tout d'un coup invoqua une grenouille et s'échappa. Ce tournant, ce déclic, lui est venu malgré lui. Il eut des visions. Elles étaient si claires, si limpides et si ordonnées chronologiquement qu'il finit par comprendre que ce qu'il voyait, c'était le futur. Il avait l'intime conviction que tout cela pouvait devenir réalité, lui apportant une clairvoyance et un regain de confiance quant au fait qu'il pourrait se rapprocher de Boruto pour profiter de ses visions prophétiques et déjouer le sort qui était réservé à la planète. Celui-ci lui est apparu comme bien sombre, notamment lorsqu'il vit l'armada de Shinju dotée d'une autre entité qui nous est totalement inconnue. Nous les connaissions comme un groupe de 4, ils sont désormais 5 dans les visions de Kashin Koji. Ce dernier ressemblant très fortement au personnage de Shinki, qui pourrait créer un lien direct entre ce Shinju et Gaara. En plus d'une réintroduction d'Orochimaru dans le récit via son repère, les thématiques autour de Gaara pourraient être de nouveau développées dans l'œuvre Boruto to Blue Vortex. Le clone de Jiraiya finit par comprendre quelque chose de crucial. Affaiblir, voire même abattre Ishiki ne viendrait pas déjouer le problème. Il s'accorda donc une nouvelle chance pour changer cela, prit la fuite face à Ishiki. Une fois qu'une majorité des éléments qu'il avait entrevus s'est concrétisée, il comprit définitivement que ses visions étaient réelles, en tout cas du moins qu'elles étaient sérieuses, car tout ne se réalise pas. Par exemple, il a pu savoir à l'avance, avant que ça ne se produise, que l'omnipotence a renversé les positions entre Kawaki et Boruto. Cette capacité déverrouillée sur le fil par Kashin Koji n'est d'autre que le Jippo, un Shinjutsu, une technique divine, héritée de Shibai Otsutsuki de par les manipulations génétiques opérées par Amado, qui en possède la dépouille, et qu'il a distillé à l'intégralité des membres principaux de Kara. Ses pouvoirs se sont éveillés avec brio en Code, avec les marques de griffes, en Daimon, avec sa capacité de réflexion des attaques, ou du moins des intentions meurtrières et d'attaque, en Hada, avec son omnipotence ou encore sa capacité à lire dans le passé, et Kashin Koji a hérité du pouvoir opposé, la vision du futur. Contrairement à Hada, qui avait défini des contours et des limites à ses visions, Kashin Koji ne le fait pas, et ne les connaît peut-être pas. Cela reste à déterminer dans un prochain chapitre. En tout cas, il sait que son pouvoir provient de Shibai Otsutsuki, qui dévorait moultes et moultes planètes autrefois. Il maîtrisait le Shinjutsu et était perçu comme un dieu parmi ses contemporains. Un Otsutsuki issu de temps immémoriaux. Du côté de Kara, c'est un petit peu 50-50. 3 ont débloqué du Shinjutsu et les 3 autres en étaient totalement dépourvus, à savoir Boro, Delta
et Kashin Koji. Boro est mort, Delta est toujours dans les parages, réhabilitée par Amado, pourra-t-on dire, ce qui fait d'elle une candidate potentielle à l'éveil d'un Shinjutsu dans un futur plus ou moins proche. Mais avant de théoriser, restons-en sur les faits. Kashin Koji en a déverrouillé un, le pouvoir de visionner l'intégralité des futurs possibles, Jippo, les 10 directions. On y reviendra plus en détail dans une autre vidéo, mais sachez que par exemple en culture bouddhiste, le Jippo définit les 10 directions, le nord, le sud, l'est, l'ouest, nord-est, nord-ouest, sud-est, sud-ouest, le haut et le bas, symbolisant en fait l'ensemble de l'univers. L'entité possédant cette vision-là voit tout, possède une vision holistique de l'existence comme détachée de cette dernière et peut l'observer. Une vision dans laquelle chaque direction est considérée comme une partie intégrante du tout. Kashin Koji expliquera que l'avenir ne se résume pas à une ligne toute droite et toute tracée. Il y a diverses possibilités qui se croisent. Lorsque des choix ou des actions importantes s'opèrent, il y a la possibilité de s'engouffrer dans l'une ou l'autre des possibilités. Et il précisera que c'est un petit peu comme un Fortnite des destinées. Chacune a la possibilité de prendre forme, mais une seule aura le privilège d'exister. C'est là où il y a quelque chose d'important que je souhaite préciser, ça va l'être à nouveau par la suite du chapitre, c'est qu'en matière de traduction, malgré tout ce que vous avez pu voir ou lire, entendre à droite et à gauche, il n'est précisé nulle part qu'il y aurait des timelines alternatives, qu'il y aurait une forme de multivers. D'une certaine manière, on s'en approche, on gravite autour de cette notion, mais on n'est pas encore dans un délire scénaristique façon MCU, façon Loki. Mais les tournures de phrases et les mots employés à l'intérieur de ces derniers marquent une distinction assez nette, à savoir que Kashin Koji ne parle pas de multiples passés. On a remarqué que Ada n'en voit qu'un, et pas plusieurs comme Kashin Koji, comme si ce qui était passé est acté sur une seule ligne. Il dit bien que c'est le futur qu'il ne l'est pas. Il ne parle pas de la diversité des présents, donc de timelines parallèles. Il parle de destinées potentielles multiples. En résumé, si vous voulez, virtuellement, il y aurait un multivers futur. Et dans la présentation offerte par ce 13e chapitre, on verra bien si les suivants nous apportent des retournements de situation venant contredire cela, mais en l'état, à date mi-août 2024, virtuellement, il existe plusieurs futurs. Kashin Koji est même capable de voir au travers de ces derniers. Pour reprendre l'exemple du multivers du MCU et de Marvel, c'est un petit peu comme lorsque Doctor Strange arrive à déterminer quel serait le bon embranchement parmi les 14 millions et quelques qu'il a pu observer au cours de Endgame. La différence entre le MCU et Boruto, c'est qu'il peut coexister plusieurs réalités. Ici, d'après ce qu'il est expliqué, plusieurs réalités sont à envisager pour le futur, plus ou moins proche, peu importe, mais lorsque les choix sont faits, il y a une extinction des autres visions en quelque sorte, elles sont éradiquées. Pour le moment, il n'y a pas le futur où Boruto est mort, le futur où Boruto a survécu, le futur où Naruto a été scellé, le futur où il ne l'est pas, etc. Ce sont comme des possibilités, en fonction de l'imbrication des choix et des actions de chacun. Forcément, on se rend compte du rôle majeur que détient Kashin Koji, vu qu'il sait ce qui peut arriver. En ayant cette connaissance absolue, il peut déjouer les plus mauvais des futurs anticipables. Ce qui apporte une inconnue dans l'équation est la possibilité soit de se raccrocher au meilleur des futurs aperçus, pourquoi pas d'en créer un totalement inédit, éradiquant toutes les menaces aperçues à chaque reprise. Bien que ça soit extrêmement hypant ces notions de multivers et tout ça, vous allez en entendre parler absolument partout. Ça a déjà commencé sur Twitter, je pense que ça va pulluler sur TikTok, que ça va hanter quelque peu YouTube. Pour le moment, ce n'est pas indiqué ainsi. C'est un petit peu différent, et si je devais apporter un comparatif au pouvoir de Kashin Koji, il serait très proche. Alors attention, quelque peu spoiler du manga Bleach et Guerre sanglante millénaire. C'est un arc qui a 10 ans, donc il y a un peu prescription côté spoiler, mais en tout cas c'est proche du Almighty. Ce n'est pas pour ça que l'on a crié au multivers dans Bleach. Le fait de voir, d'apercevoir les multiples possibilités ne les rend pas concrètes. C'est plus un pouvoir d'anticipation des possibilités plutôt que d'observation des réalités multiples. Pour le moment, il n'en existe pas. Pour le moment, il n'y a qu'un Boruto du passé, qu'un Boruto du présent, plusieurs Boruto hypothétiques futurs, et un seul prendra forme et vie grâce aux choix et interactions de l'actuel. C'est ainsi que cela a été détaillé dans le chapitre. Kashin Koji, pour reprendre le résumé, nous dira « On a déjà pu éviter la temporalité dans laquelle Naruto a été tué par Ishiki et ce dernier s'est réincarné en Kawaki, aboutissant à ses plans et détruisant la planète Terre via l'arbre Shinju. On nous montre même à quoi cela ressemble avec un Naruto mort. Pour le moment, c'est en guise d'illustration. Rien ne nous dit, rien ne nous indique que ce futur-là existe en parallèle. Ça pourrait être un plot twist plus tard, comme si Kashin Koji s'était trompé quelque peu dans son analyse, mais de ce qu'il en ressort actuellement,
c'est que ce futur-là a été éradiqué, a été effacé et évité, laissant place à un Naruto non pas tué, mais mis de côté, scellé, avec évidemment la défaite d'Ishiki Otsutsuki, bien qu'il ait ses ramifications, dont notamment le Shinju et ses manifestations humanoïdes. D'ailleurs, Kashin Koji dira que bien que les risques étaient élevés quant à la réalisation de ce futur, là où Naruto meurt, il ne s'est pas produit. Un autre exemple, nous dit-il, encore une fois, ce n'est pas concret, c'est uniquement en guise d'illustration, les termes sont clairs. Naruto a fini tué par Kawaki, Boruto et Kawaki en sont allés à la confrontation et le fils de Naruto est également mort. Sarada tué dans la foulée par Kawaki. On se rend compte d'ailleurs à quel point Kawaki est dangereux via les visions de Kashin Koji et extrême dans ses choix et ses actes. Il est capable de tout, même du pire. La version que nous avons actuellement avec Naruto scellé est même une bénédiction pour la temporalité qui s'est réalisée. Ce sont donc des visions de déroulement alternatif que Kashin Koji voit. Dans la dernière énoncée, l'omnipotence n'avait pas eu lieu et les rôles n'étaient pas inversés. Après que Kawaki ait tué Sarada, Boruto et Naruto, il finit tué par Code. Boruto fraîchement mort se faisant dévorer par le Jubi, la planète Terre arrivant à son terme, nous faisant remarquer cette sorte d'occurrence concernant le fait que, dans la majorité des cas, la planète Terre finit dévorée par l'arbre divin. En tout cas, il y a quelque chose de bien réel selon Kashin Koji, c'est le danger. Cette histoire paraît tirée par les cheveux, mais Boruto y croit. Outre l'aplomb de Kashin Koji, c'est surtout le fait qu'il arrive à outrepasser l'omnipotence, qui arrive à séduire en quelque sorte l'esprit de Boruto et à le rallier à la cause de Kashin Koji. Il donne réellement l'air de parler vrai. Boruto, assez déconcerté, préfère rester optimiste et se dire que les visions de Kashin Koji, bien que finement détaillées par ce dernier, ne sont pas la réalité exacte, mais plutôt un reflet de ce qui pourrait arriver, et veut donc croire en le fait qu'en prenant les choses en main, elles pourraient être changées et améliorées. C'est plutôt comme une liste précise et détaillée des différentes destinées. Vient alors le moment de prendre avantage sur la situation et du Shinjutsu de Kashin Koji. L'information est au cœur, va aider Boruto dans sa vie de fugitif, mais surtout, Kashin Koji peut prendre le rôle de sensei pour Boruto et lui apprendre à l'avance tous les jutsu que Boruto était destiné à apprendre. Ce qu'il a vu dans X ou Y futur, il peut le lui apprendre dans cette réalité et tout plus ou moins dans le même laps de temps, pour en faire le Boruto surcheaté que l'on a vu jusqu'à présent avec son Rasengan Ozuiko planétaire, capable de rivaliser avec des Shinju et faisant preuve d'un certain degré de maturité, qu'il n'avait pas à l'époque de ce flashback par ailleurs. À l'intérieur du chapitre, les deux personnages discuteront des paradoxes temporels, Kashin Koji disant qu'il n'y en a pas. Il lui déclare ce qu'il a vu, ce qui est tout à fait normal, dans l'application du Jippo, le fameux Shinjutsu. Concernant Sasuke, il n'est pas question de pouvoir le sauver à l'heure actuelle, mais il y a espoir, chose à propos de laquelle ils discuteront plus tard selon Kashin Koji, et qui résonne tout à fait avec l'utilisation du Togedama. En tout cas, à l'opposé de Doctor Strange dans le MCU, qui nourrissait ses acolytes d'espoir avec le meilleur des futurs possibles, Kashin Koji veut parler à Boruto du pire. Dans celui-ci, le Jubi s'émancipera de l'emprise de Code. Il atteindra une nouvelle évolution, sous la forme de plusieurs entités humanoïdes Shinju, développant leur propre ego, au-delà de leur instinct. Dans la vision aperçue au préalable, nous avons vu celui ressemblant à Shinki. Ce sera une armée de 400 Shinju qui va être composée. Un seul moyen de se débarrasser de l'intégralité de ces derniers est d'éviter le pire des futurs, éradiquer le Jubi, expliquant pourquoi dans les débuts du manga Boruto to Blue Vortex, Boruto était pressé de l'approcher. Selon Kashin Koji à l'époque, il est peu probable que cet avenir se produise, mais il faut réellement l'anticiper, et le plus dangereux de ces 400 soldats est Jura, leur chef. Il n'en déclare pas l'identité, mais dit à Boruto qu'il finira tué par Jura, ce qui a d'ores et déjà failli se produire. Une immense part de la vision aperçue par Kashin Koji s'est déjà produit. Il y a des variations, évidemment, Boruto est toujours vivant, et ce pire des futurs parmi tous est déjà enclenché. C'est le message de Kashin Koji. Au-delà de ça, dans la majorité des futurs, Kawaki a été dévoré par le Jubi, et c'était game over pour la planète Terre. Dans tous les cas, il faut se battre. Déjà pour éviter que le pire des futurs ne se produise, et si l'on peut éviter que Kawaki et Boruto se fassent dévorer par le Jubi, c'est pas plus mal pour éviter tous les autres qui soient mauvais. À partir de maintenant, à chaque coup, dans cette énorme partie d'échecs temporels que vont jouer Kashin Koji et Boruto, leur futur changera à chaque instant. On part d'une vision de base pour un résultat qui sera forcément différent. Alors bien que tuer Kawaki puisse paraître comme une solution, ça permettrait d'éviter qu'il se fasse dévorer par le Jubi notamment, ça permettrait d'éviter qu'il tue Naruto, qu'il tue Sarada, qu'il tue Boruto, ou qu'il entrave la victoire de Konoha face au Shinju. Boruto s'y refuse. Il ne veut pas le tuer, il le considère toujours comme son frère, et il veut rassembler la famille Uzumaki. Kashin Koji ne dit rien, il s'est trouvé un nouvel allié, un nouvel apprenti. De son côté, Boruto enfile de nouveau le bandeau du
sceller Sasuke et dit qu'il se chargera des menaces qui se présentera à lui, de la plus faible jusqu'au Jubi. Kashin Koji est peu éloquent par rapport à ses propos, peut-être en garde-t-il encore sous le pied, mais il est trop tard pour en savoir plus. Le frère d'Himawari reprend conscience, il est une fois de plus assisté de Sumire Kake. Sarada veut l'assister mais elle aussi est mal en point, son bras a été transpercé, l'os n'est pas touché selon Konohamaru, décidément ce Jura ne devrait pas jouer aux fléchettes, il a quelques difficultés à viser. Enfin bon, il a quand même fait mouche et a touché les nerfs. C'est alors que par la magie du scénario, la petite Himawari se réveille, va arriver au galop si je peux me le permettre, et soigner, via les pouvoirs de Kurama, son ami Sarada. Et ce, instinctivement. Elle aura réalisé qu'elle en est capable. Konohamaru est choqué comme jamais, les plus jeunes font avec, et Himawari est immédiatement appelé par Sumire pour venir soigner son frère. Sauf que l'on se rappelle qu'il y a une situation d'omnipotence, que Himawari a de la sympathie pour Boruto, mais il y a quand même quelque chose dans son esprit qui lui dicte le contraire, forcément c'est le pouvoir de Hada. Kawaki va ordonner à Himawari de ne pas approcher Boruto et va quasiment lui refuser de lui prodiguer des soins, ou du moins va les retarder. Il va se mettre d'accord avec Konohamaru pour rendre captif Boruto. En plus d'être au port de la mort, ils vont lui mettre des menottes confectionnées par Amado et elles privent l'être captif de tous ses jutsu. Boruto est donc démuni de la majorité de ses pouvoirs et destiné pour le moment à finir emprisonné à Konoha avec pour seul allié Sarada, Sumire. D'ailleurs, le 8e Hokage va être contacté par Konohamaru directement, ce qui pourrait déverrouiller la situation. Alors qu'il se fait fouiller par Kawaki, la grenouille de Kashin Koji est trouvée par Kawaki, il le remarque dans son propre esprit mais ne le dit pas haute voix. Il la détruit, et interrogé par Konohamaru à ce sujet, Kawaki dira que non, c'est rien. Il n'a rien trouvé de particulier sur Boruto, il va le cacher. Kashin Koji, au cœur du repère d'Orochimaru, il y est toujours actuellement, réalise que la situation tourne au vinaigre. Si la communication avec sa grenouille est coupée, c'est une grosse problématique et a forcément eu la vision sur le fait que Boruto était captif et blessé. Il va potentiellement rentrer en jeu, mais ce n'est pas confirmé totalement. Du côté des Shinju, ils sont de retour à leur repère. Jura dépose le Togedama d'Hidari sur le fameux cube sombre, ce que l'on peut retrouver dans la dimension où sont scellés Naruto et Hinata, et aussi celui qui a permis à Hidari de se soigner en chapitre précédent. Le même procédé va être réitéré, sauf que là, au lieu de soigner Hidari, il va être reconstitué dans son intégralité. Il est de retour. Je ne sais pas si l'on dispose d'un Shinjutsu, mais l'on avait vu clair et juste sur cette même chaîne YouTube à son sujet. Hidari est là, dans son intégrité totale. Il sera testé par Jura avec des résultats plus que probants quant au fait que Hidari est revenu tel qu'il l'était. Selon Matsuri, un processus arrive à son terme et elle a hâte d'en voir le résultat. Un nouveau Togedama apparaît dans cette pièce et vous l'avez en mille, va donner du crédit à la vision de Kashin Koji. Un nouvel être est sur le point de se manifester. Jura se fiche totalement de sa personnalité ou de son apparence. Matsuri va le détacher, va le cueillir, l'amener via une sorte de télékinésie sur le cube noir et lancer sa formation. Malheureusement, il ne nous est pas montré. L'intégralité des créatures Ego Shinju regarde en sa direction et semble faire preuve d'un minimum de curiosité. L'exécutante, c'est ici Matsuri. Elle est pressée, celui qui chapeaute le tout c'est Jura, et de manière nonchalante émet le fait qu'il est en train de réfléchir à un nom à lui accorder. Cela apportant une fin à ce chapitre numéro 13 de Boruto to Blue Vortex, un chapitre terriblement dense, on va en avoir des choses à se dire. La radio libre concernant Boruto arrive très rapidement, je l'avais anticipé pour ce week-end, ça risque d'être un petit peu compliqué vis-à-vis de quelques dispositions personnelles me regardant, mais dans les prochains jours, sur cette période du 18 au 25 août en quelque sorte, et je vous en préviendrai évidemment à l'avance, le chapitre suivant, le numéro 14, devrait arriver aux alentours du 20 septembre 2024, et surtout nous en avons déjà une courte preview. Celle-ci nous dit, je cite, « La résurrection de la gauche ». Alors non, ils ne sont pas en train de discuter du nouveau front populaire, ils ne font pas de la politique, c'est simplement que Hidari a pour signification gauche. On y reviendra à coup sûr dans une prochaine vidéo, en espérant que certains un petit peu mal intentionnés ne me volent pas le contenu comme par magie après que je l'ai annoncé, ce ne serait pas la première fois, un petit peu de dignité. Hidari égale gauche, résurrection de Hidari, Boruto a été capturé, 3 petits points, le pire des résultats, le pire des futurs, peut-il être prévenu d'arriver? Nous avons un mois d'analyse et discussion de toutes sortes, mais à la vue de cette preview, le pire des futurs, malgré le nombre de similarités avec la vision de Kashin Koji, ne s'est pas encore produit. Et si la nouvelle créature Shinju n'avait pas le visuel de Shinki le mois prochain? J'en doute un petit peu, mais bon. Et si Kashin Koji et Boruto arrivaient à renverser la table et à changer ce futur? Et s'il l'était déjà changé de par cette volonté du feu qui,
au travers même du clone de Jiraiya, au travers de la progéniture de Naruto, se perpétue. 1001 questions sont en suspens et même bien plus encore. Les explications relatives à ce chapitre ont été le plus claires possible. Je tenais vraiment à clarifier cette notion de multivers. Pour le moment, elle est réellement fébrile comme vous l'aurez constaté. Merci vraiment pour tout. Lâchez-moi votre meilleur pouce bleu en forme de Togedama, histoire d'attiser le Shinju de l'algorithme de YouTube. Abonnez-vous, activez la cloche, on se retrouve très bientôt. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur. Et à plus pour de prochains arts divinatoires.